Bonjour à tous, on se retrouve sur cette séance 14 en HTML et CSS. Dit précédemment, on avait terminé toute la partie HTML pure, c'est-à-dire je vous ai montré toutes les balises et toutes les petites choses que je voulais vous apprendre en HTML. Et maintenant, nous allons pouvoir commencer le design à l'aide du langage CSS. Donc le langage CSS, pour rappel, je l'avais montré dans l'introduction, donc la toute première séance de cette formation, je vous avais dit, donc très rapidement, alors je vais repasser le PDF rapidement, voilà. Donc avec CSS, nous allons donc retrouver pas mal de choses pour tout ce qui est la mise en forme de nos pages. Donc je vous ai expliqué que le CSS était simplement pour dire Cascading Style Sheets, d'accord, que c'était fondé en 96, c'est-à-dire à la suite de HTML, puisqu'à la base tout se faisait dans le HTML, et comme ça mélangeait les choses, et bien le W3C, donc qui est la norme vraiment de ces langages, a inventé le CSS pour pouvoir séparer le contenu, d'accord, donc le fond de la forme au niveau des pages web, histoire de bien séparer les choses et que ce soit complètement indépendant. On a bien évidemment donc la possibilité, donc j'avais déjà dit, voilà, de représenter une page correctement, donc avec un design, d'accord, de lui créer une identité, c'est super important, et on va avoir tout un tas de propriétés sur lesquelles on va pouvoir travailler. Donc on pourra changer le style du texte, les polices de caractères, on va pouvoir travailler sur les couleurs, travailler sur les positionnements d'éléments, sur beaucoup de choses. Voilà, c'est grosso modo tout ce que j'avais dit, et n'hésitez pas évidemment à retourner sur le PDF qui était disponible sur la toute première séance de la formation, si jamais vous voulez en voir un petit peu plus. Voilà, donc ça c'était la petite parenthèse pour cette partie-là. Alors comment que ça va se passer au niveau CSS? Ça va être très simple. Déjà on va essayer de voir un maximum de choses, parce que CSS comme HTML est un langage, sont des langages qui évoluent très vite, puisque le web bouge vraiment tous les jours. Donc voilà, il y a plein de choses à connaître, plein de choses à savoir, et surtout plein de manières de faire, d'accord? Vous allez voir qu'au niveau du web, encore une fois, comme je l'avais déjà dit également pour HTML, c'est facile de créer des pages web, mais c'est beaucoup plus difficile de bien le faire. Voilà. Et c'est ça le gros problème avec HTML et CSS, c'est que ça à la portée de tout le monde, mais vous pouvez très bien avoir une page qui va fonctionner, d'accord, elle sera affichée, il n'y aura pas de problème, il n'y aura pas d'erreur de compilation par exemple, comme on aurait sur un langage de programmation, mais là pour un langage dit de sémantique, un langage de balise, comme il n'y a pas de souci de compilation, vous pouvez avoir une page qui s'affiche, mais en ayant tout un tas d'erreurs à l'intérieur. Donc ça il va falloir faire attention, et pour CSS vous allez voir que c'est un peu la même chose. Alors comment ça va fonctionner? On a plusieurs méthodes, d'accord, plusieurs manières de travailler avec CSS. La méthode recommandée, d'accord, qui est la méthode vraiment que vous allez devoir utiliser dans, j'ai envie de dire même 100% des cas, c'est la création d'un fichier externe CSS, d'accord, pour travailler dessus. C'est-à-dire que en plus de notre page HTML, nous allons avoir un fichier CSS dans lequel nous mettrons toutes nos propriétés et nous allons lier ce fichier directement au HTML. Alors on va le faire tout de suite puisque c'est la méthode de toute façon que nous utiliserons qui est vraiment la méthode recommandée. Vous créez un nouveau fichier, donc toujours avec les extensions affichées, je rappelle c'est super important, et vous remplacez du coup l'extension txt si vous faites comme moi par CSS. Donc on va l'appeler style.css, ce sera un nom tout à fait reconnaissable, et nous allons pouvoir ouvrir ce fichier là. Tout simplement. Donc ça c'est la première méthode. Comment lier notre fichier CSS à notre page HTML? C'est très simple. Dans les balises head ici, donc surtout au niveau du début du fichier, vous allez pouvoir indiquer un lien vers ce fichier. Donc on va utiliser la balise link, d'accord, que j'ai pas forcément présenté avant puisqu'elle n'avait pas d'intérêt, de toute façon on n'allait pas voir encore le CSS au départ, donc je ne l'ai pas présenté, et vous allez utiliser l'attribut rel, donc c'est pour la relation en fait, pour lier ça au type de document nécessaire. Donc nous c'est une feuille de style, donc style sheet tout simplement, et vous mettez un attribut href pour avoir le lien, c'est tout. D'accord, pas besoin de mettre d'autres attributs, ils sont inutiles, surtout en HTML5. Il y avait plus d'attributs à mettre quand on travaillait encore en HTML4 ou avec la syntaxe XML, donc de l'XHTML, mais là on n'en est plus du tout là. Maintenant on travaille en HTML5, donc les syntaxes sont beaucoup plus pratiques, beaucoup plus simples à écrire. Et au niveau du lien, c'est toujours comme pour les images, comme pour tout, c'est par rapport à l'endroit où est votre fichier HTML. Donc moi comme il est juste à côté, j'ai juste à mettre directement le nom de mon fichier CSS. Et voilà comment que ça va se passer. On y va, au niveau de ça, si j'actualise, bien sûr on ne voit rien au niveau de ma page, donc on va regarder. Par contre, vous voyez bien qu'au niveau du code source, elle a bien été intégrée. Donc à partir du moment où on va définir des choses à l'intérieur, ça fonctionnera. Voilà la première manière de procéder, celle que je recommande. Il y en a une deuxième, d'accord, et une troisième, donc je vais présenter parce qu'il faut, c'est bien de les connaître, mais qui sont évidemment à éviter, d'accord, vraiment. Sauf si vous ne pouvez pas faire autrement, mais logiquement, vous avez toujours moyen de passer par un fichier externe. Donc la deuxième, c'est dans les balises head ici, de définir des balises style. Donc on fait style comme ceci, c'est une balise fermante également, et à l'intérieur on va définir nos propriétés, CSS. Alors les commentaires en CSS c'est très simple à écrire, c'est /étoile, un commentaire, donc c'est comme pour du C ou du C++, et on termine avec étoile slash. Voilà, pour ceux qui font déjà du C, du C++ ou d'autres langages de programmation assez similaires, vous avez ce type de commentaire là.
Donc vous pouvez mettre des commentaires en CSS de cette manière. Ça fonctionne bien sûr dans les fichiers, d'accord? Ça c'est une manière de faire des commentaires, je vous le donne parce que ce sera évidemment pratique pour organiser vos fichiers. Donc ça c'est la deuxième manière de faire, mais on va regarder après quelques propriétés par la suite, de toute façon, je vais vous expliquer tout ça. Et la troisième, bah, c'est directement sur une balise via un attribut. Admettons que là j'ai un paragraphe, alors, je vais en mettre un ici, je vais peut-être faire le retour à la ligne, voilà, et que je vais faire le deuxième, d'accord, un deuxième paragraphe, mais cette fois-ci lui appliquer un autre rendu, donc une autre mise en forme, et bien je pourrais tout simplement faire style, et à l'intérieur de cet attribut, écrire des propriétés CSS, d'accord? Mais ça c'est pareil, c'est vraiment à éviter, sauf si vous n'avez aucun moyen de procéder autrement, mais logiquement, encore une fois, cette manière de faire et cette manière de faire, vous pouvez les éviter, toujours passer par un fichier externe. Voilà, donc je vais vous montrer les deux, mais de toute façon je ne vous montrerai pas comment ça fonctionne, puisque honnêtement c'est pas ce qui est intéressant, nous on va se contenter du fichier en ligne. Au niveau du fichier, du coup, comment que ça va se passer? Donc maintenant que vous savez comment utiliser CSS, comment l'intégrer et le lier à votre fichier HTML, ce qui est important de savoir, c'est la syntaxe. Comment allons-nous écrire du CSS? Est-ce qu'il y a des balises? Est-ce qu'il y a des fonctions? Est-ce que c'est un langage de programmation? Non, donc ce n'est pas un langage de programmation, c'est un langage de style, d'accord? On va styliser nos pages en définissant tout un tas de choses. La première, c'est que CSS est capable d'identifier tous nos éléments HTML. Et pour cela, il va utiliser ce qu'on appelle un système de sélecteur. Le sélecteur va tout simplement sélectionner un élément particulier de nos pages pour lui appliquer un style. Là, plusieurs manières de faire. Vous pouvez le faire sur un élément directement, donc un élément direct c'est quoi? Bah, c'est son nom en fait dans sa balise. Par exemple ici, notre balise P, je peux lui appliquer un style en faisant juste ça. Le sélecteur P, d'accord? Donc vous avez un sélecteur et ensuite vous ouvrez des accolades, d'accord? Et à l'intérieur ici, vous allez avoir, alors je vais le mettre en tant que commentaire puisque c'est pas du code pour le coup, un couple en fait qui va faire, donc c'est un ensemble de déclarations si vous voulez, qui va fonctionner de cette manière. Vous aurez une propriété, deux points, suivi d'une valeur, et un point virgule. C'est mieux de mettre les points virgules, c'est plus propre. Donc vous pouvez en avoir une seule, comme vous pouvez en avoir plusieurs, d'accord? S'il y a plusieurs propriétés, bah vous allez les marquer comme ça à la suite. Une propriété avec une valeur qui lui est appliquée, une autre propriété avec une autre valeur, etc. Et toutes ces propriétés-là seront une mise en forme appliquée à toutes nos balises P, donc à tous nos éléments de paragraphe de notre page HTML, d'accord? Donc ça c'est une première possibilité. Alors nous allons le faire, je vais montrer un petit exemple de propriété. Bien sûr tout cela vous allez l'apprendre par la suite, hein, dans les prochaines formations. Donc moi ce que je vais faire tout simplement, alors on est là comme ça. Alors déjà on va voir ce que ça donne par défaut, d'accord, pas se tromper. Donc on va voir là, d'accord, donc on a un paragraphe tout bête, pas de souci. Je vais même le faire sur body, donc même faire sur body, ce sera mieux. Donc je rappelle, par défaut, pas de changement. Et au niveau du body, bah, regardez ce que je vais faire. Donc là je vais utiliser une propriété de couleur, de fond. Alors tout ça, je vous inquiétez pas, on va l'apprendre par la suite, hein. Donc là vous la connaissez pas, mais c'est pas grave. On va l'apprendre par la suite. Voilà. Et pourquoi pas définir par exemple une largeur maximale, enfin une largeur pas maximale, mais une largeur tout court pour notre page, par exemple de 1000 pixels. Et d'aligner tout au centre. Donc d'aligner notre bloc de contenu au centre de la page. Admettons. Voilà. Donc trois propriétés qui ont chacune trois valeurs, enfin chacune une valeur, pardon. Vous voyez qu'elles sont séparées. Alors vous pouvez le mettre également tout à la ligne si vous voulez, tout à fait possible de faire comme ça. Plus tard d'ailleurs on verra peut-être même sur un tuto comment minifier nos fichiers CSS, c'est-à-dire pour accélérer leur exécution au niveau de nos pages. Donc par exemple un fichier comme ça sera plus rapide. Plus vous avez évidemment de choses dans un fichier CSS, plus il sera lourd à lire. Donc le mieux bah, c'est à la fin, quand vous voulez optimiser vos pages, bah, de minifier ces fichiers, c'est-à-dire de virer tous les espaces en fait en trop ou autre, d'accord? Parce que si vous faites ça, évidemment, ça va être beaucoup plus long à exécuter, parce qu'il y a des espaces, des retours à la ligne, etc. Donc tout peut être mis en fait sur une seule ligne, il n'y a pas de problème, puisque vous voyez que tout est bien fermé en fait. Il y a toujours une présentation ici, un sélecteur, une balise ouvrante, tout un tas de propriétés avec des valeurs, séparées par des points-virgules d'ailleurs, c'est pour ça qu'on peut les mettre côte à côte, et une accolade de fin. Et du coup ici après, je pourrais très bien mettre un autre truc, ouvrir l'accolade, mettre quelque chose, d'accord, comme ceci est fermé, et puis après de mettre encore autre chose. Span, je sais pas quoi, etc. Donc vous voyez, on peut tout mettre à la ligne sans problème. Voilà, donc on va actualiser cette page pour voir ce qui se passe cette fois-ci. Et là vous voyez que le style CSS est appliqué. Nous avons maintenant donc un fond qui est un peu plus gris, qui n'est plus blanc pour le coup mais qui est gris. On a ici une largeur de 1000 pixels pour toute notre page, parce que body, je rappelle que c'est l'élément ici, d'accord, qui concerne notre page web, d'accord, le corps de la page. Donc c'est là-dessus que l'on a sélectionné en fait au niveau CSS pour appliquer des styles. Et en plus de ça, on a aligné ce bloc, d'accord, de 1000 pixels, parce que si on n'avait pas mis le margin auto, bah, tout simplement il serait passé ça. Voilà, c'est-à-dire que le bloc en fait il serait ici, d'accord,
seulement, il ne serait pas là. Donc ça, c'est des choses importantes à savoir. Voilà, d'ailleurs je peux même vous montrer pour que ce soit plus visible à l'œil nu. 3px solide, on va le mettre en rouge, on va faire une espèce de bordure en rouge. Voilà, donc vous voyez où elle se trouve. Et du coup, si je mets un margin à auto, donc tout ça vous inquiétez pas, encore une fois on le verra, hop, ça aligne, donc ça centre en fait plutôt tout simplement notre bloc. Donc vous voyez, ça fonctionne comme ça, comme des blocs. Voilà, donc ça c'est clair à ce niveau-là. Je vais enlever ça, du coup on n'en a plus besoin. Comment ça fonctionne du coup au niveau CSS? C'est assez pratique à utiliser. Donc je rappelle, vous avez des déclarations à faire ici dans un groupe, d'accord? C'est-à-dire qu'on va faire un sélecteur, on va choisir un sélecteur, et on va définir plusieurs propriétés qui ont chacune une valeur, séparée par des points-virgules, pour styliser certaines parties. Donc là nous l'avons fait sur un élément complet du HTML. On peut le faire, je rappelle, je vais vous montrer, sur une balise P, sans problème. Je peux très bien faire ceci. On va faire ça, je vais mettre sur une ligne pour montrer que ça marche. Et là on peut mettre, je sais pas moi, qu'est-ce qu'on peut mettre? Font style, pas forcément d'idée. On va mettre variante plutôt. Small caps, voilà, ce genre de choses. Alors le point virgule n'est pas obligatoire quand vous avez notamment qu'un seul élément, mais moi je le mets par habitude, comme ça on n'a pas d'oubli. Je préfère par habitude et que vous preniez aussi cette habitude-là, de mettre toujours des points virgules à la fin de chacune de vos propriétés. Comme ça il n'y aura jamais d'oubli, pas de problème. Et là voilà comment que ça se passe. Donc vous voyez, bah là j'ai mis en fait des petites lettres capitales pour tout le texte. Donc ça s'applique du coup sur le paragraphe P. Donc encore une fois, on a utilisé un sélecteur ici sur un élément HTML. Alors peut-être que certains ont dû se dire, mais si je veux pas le faire sur tous mes paragraphes, si je veux pas voilà, le faire que sur certains, comment ça va fonctionner? Rappelez-vous tout ce que j'avais évoqué sur la fin de la vidéo précédente, parce qu'on avait terminé avec HTML, avec les balises structurantes, et je vous avais parlé notamment des éléments div et des éléments span, en vous disant que div c'était un élément de bloc, d'accord, qu'on pouvait écrire comme ça, ok, et que span c'était quelque chose que nous avions à l'intérieur, par exemple, donc un élément dit inline, que l'on avait par exemple à l'intérieur d'un texte ou autre. Oh, casse-pied cette autocomplétion, il faut vraiment que je la désactive. Voilà. Et du coup on pouvait faire ces deux choses là. Et là ben, par exemple vous pouvez aussi mettre autre chose, d'accord, pour faire tout ça. Je vous avais expliqué qu'il y avait possibilité de modifier ça. D'ailleurs vous voyez que le div ça lui a pas changé parce que évidemment le sélecteur on a directement fait la mise en forme que sur les paragraphes. Donc comme le div n'est pas un paragraphe, vous voyez que lui il n'a pas été influencé par la mise en forme au niveau CSS. Il aurait fallu faire div pour le modifier à ce moment-là. Et je vous avais expliqué du coup qu'on pouvait utiliser certains attributs très précis. On avait un attribut ID, voilà, ID qui est un attribut unique, c'est-à-dire vous pouvez l'avoir que sur un seul, enfin pas ID mais pardon, c'est que le type de l'identifiant, vous ne pouvez l'avoir que sur un seul élément. C'est-à-dire si par exemple j'ai un élément ici bloc, comme ceci, je pourrais pas refaire ailleurs dans mon programme un ID égale bloc aussi, parce que je peux pas avoir deux fois le même identifiant ici dans une page web, c'est pas possible. Par contre, si on veut avoir plusieurs fois le même, on pouvait utiliser l'attribut classe. Voilà. Et ça, je vous avais dit que une fois que nous verrions CSS, ce serait très pratique pour utiliser des identifiants et des classes directement dans nos fichiers CSS. Et bien justement, vous n'êtes pas obligé de sélectionner. Alors, on va revirer tout ça. On va mettre un div id égale bloc, hein, on va garder ici. Et classe, on va l'enlever. Et classe, on va le mettre là. Comme ça, on verra comment ça fonctionne. Classe, je vais l'appeler par exemple, on va l'appeler rouge, tiens. Genre texte rouge. Je vais mettre même red, on va garder des noms en anglais de préférence, voilà. Et là on va pouvoir du coup changer le sélecteur. Donc le sélecteur par défaut le plus simple c'est un élément HTML, mais vous pouvez également sélectionner un identifiant, une classe. Donc soit vous faites simplement juste ça, donc je mets un dièse et je mets bloc ici, et ça veut dire que ce qui est d'identifiant bloc, on va lui appliquer un style. Si par contre vous voulez dire absolument un identifiant bloc qui a été mis sur un div, il suffit de coupler les deux. Vous faites comme ceci, div, et vous le collez en fait au dièse, donc div dièse bloc. Ça veut dire tous les éléments HTML div qui ont l'identifiant bloc vont avoir le style appliqué là. Vous voyez, c'est très simple à comprendre, très simple à lire. Et pour le span, qui est ici notamment, il suffit de dire ça. Tous les spans de classe, donc là on met un point, on met pas un dièse, de classe text red vont avoir le style suivant. D'accord? Ici. Alors je vais montrer autre chose. On va faire ça. Vous voyez la différence.
notre texte. Voilà. Donc lui, bon, je vais enlever le disque, de toute façon on n'a qu'un seul bloc, hein, donc on s'embête pas. Donc ici, le bloc par exemple, je peux dire background color, je peux très bien faire. Et puis, je sais pas moi, qu'est-ce qu'on peut faire? Comme ceci, et puis allons-y, mettre des petits arrondis par exemple. Donc je vais actualiser ça. Donc pour le moment, vous ne vous attardez pas sur ce que j'ai écrit là, parce que c'est des choses que vous n'avez pas encore appris, on s'en fiche. Ce qui est important, c'est de voir la syntaxe et de voir comment ça réagit au niveau de la page. C'est pas d'apprendre les propriétés, c'est pas pour tout de suite. Donc voilà, comment que ça s'applique. Vous voyez que là, le div, donc au niveau du sélecteur, on lui a dit tout élément donc d'identifiant bloc aura une couleur de fond blanche, aura une bordure d'un pixel noir et aura des coins arrondis en fait à 8 pixels. Et du coup, c'est ce qui se passe là. D'accord? C'est exactement ce qui s'est passé ici. D'ailleurs, on peut très bien même faire ceci. Voilà, fait une marge, donc ça se passe des choses qu'on verra plus tard, et là du coup voilà, ça permet de séparer ça. Donc ça s'est appliqué vraiment que cet élément, d'accord, grâce à ça. Par contre, si je venais à faire un autre div, donc si je fais, mettons ça, d'accord, et puis que plus tard j'ai un autre div, hop, si j'actualise, vous voyez que là le style ne s'applique pas. Pourquoi? Parce qu'au niveau CSS, encore une fois, je lui ai dit que tout ça, il l'appliquait que sur les divs qui ont l'identifiant bloc. Et comme ce div là n'a pas d'identifiant, il n'est pas affecté par la mise en forme qui est appliquée là. Alors maintenant pour le texte, vous voyez qu'ici pour un span je peux utiliser une classe. Donc une classe en fait vous allez pouvoir la réutiliser par exemple ici text red partout où vous voulez. Vous voyez, c'est pour ça que là vous voyez j'utilise deux fois. Pour dire bah ici on va mettre ce texte en rouge et là on va le mettre en rouge. Alors je montre très rapidement, même si encore une fois vous l'apprendrez plus tard. On va juste faire ça, hop. Et là j'actualise et voilà comment que ça se passe. Le texte s'est mis en rouge aux deux endroits. Et du coup, je peux encore affiner. Si je veux par exemple mettre le texte en rouge seulement dans des paragraphes, d'accord, eh bien je peux ici affiner le sélecteur en disant toutes les balises P, d'accord. Donc dans les balises P, ok, les paragraphes, dès qu'il y a un span qui a la classe textRed, on met le texte en rouge. Et à ce moment-là, si j'actualise ma page, ça ne fonctionne plus sur le deuxième. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, ici, il n'est pas dans un paragraphe. Donc le seul moyen ici de l'avoir également en rouge, bien sûr, bah, ce sera de faire ça. Voilà, pour qu'il rentre dans le sélecteur du CSS. Et là, ça fonctionne. Donc voilà comment ça fonctionne. Donc j'ai pris le temps de vous l'expliquer. J'ai pris un voilà, est assez long là-dessus parce que je pense que c'est la base vraiment en CSS et que si vous avez compris ça après, vous aurez compris tout le fonctionnement au niveau des sélecteurs, au niveau des balises. Il y a ou il y aura, tout dépend du moment où vous voyez cette vidéo, un tutoriel en annexe sur les sélecteurs parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur les sélecteurs. Donc je ne veux pas faire un cours dessus parce qu'il y en a beaucoup trop. Donc je préfère juste au fur et à mesure de la formation vous montrer les sélecteurs les plus courants. Mais je réserve quand même un tuto en annexe où là on rentrera dans les détails des sélecteurs pour voir toutes les petites manipulations qu'on peut faire avec ça, parce que c'est vachement puissant. Il y a beaucoup de possibilités avec les sélecteurs, par exemple sur un élément qui est fils d'un autre, ou un qui est parent d'un autre, ou un élément qui suit directement un autre, etc. Ou des sommes en fait d'éléments. Bref, il y a vraiment plusieurs types de sélecteurs différents, et comme il y en a beaucoup à voir et beaucoup à connaître, je ferai un tuto vraiment là-dessus, ou alors peut-être qu'il est déjà là, si vous voyez cette vidéo un peu plus tard que le moment où je l'ai enregistré, il est possible que le tutoriel soit déjà publié entre temps. Donc voilà pour cette partie ici. Je vous ai dit tout ce que je voulais au niveau de la syntaxe. Donc vous voyez un petit peu comment ça fonctionne, c'est très simple. Donc encore une fois, on peut faire un sélecteur sur un élément directement, donc via son nom. On peut faire un sélecteur sur un ID, d'accord, en identifiant. On peut faire un sélecteur sur une classe, donc avec un point. Donc je rappelle, l'identifiant c'est un dièse et c'est unique. On ne peut pas avoir dans une page web plusieurs éléments avec le même nom d'identifiant, d'accord. Ici, si je veux faire un autre ID, bah, je serai obligé de lui donner un autre nom, genre bloc 2. Mais je peux pas mettre bloc également, d'accord? Si je fais ça, pas possible, ok? Voilà, on ne peut pas l'appliquer à ce niveau-là. Normalement, l'idée est vraiment quelque chose d'unique, ok? Donc ça, c'est important à savoir pour cette partie-là. Voilà pour ça. Du coup, nous, ce qui nous va nous intéresser ici, donc au niveau syntaxe, donc je vous ai dit qu'il y avait l'élément HTML, il y avait l'identifiant, il y avait ça. Il y aura également les attributs, mais ça on le verra peut-être plus sur les formulaires. On pourra en fait influer sur des attributs particuliers. Par exemple de dire, bah, je sais pas moi, un élément de formulaire qui a l'attribut un tel, on lui appliquera un style. Donc on peut également influencer certaines choses avec des attributs. Les attributs souvent se mettent entre crochets, genre par exemple ici on peut dire toute balise P qui a l'attribut, moi je sais pas, par exemple, j'en sais rien moi, title égale quelque chose, ou même juste title,
du coup on lui appliquera ce style là. Donc vous voyez, on peut faire vraiment des sélecteurs très précis pour modifier vraiment exactement les choses que l'on veut. Mais ça pareil, bon, on aura l'occasion de toute façon de les montrer plus tard en CSS, donc je vais pas non plus rallonger les choses inutilement avec ça. On aura l'occasion de les manipuler, donc c'est surtout ça qui est important. Voilà, alors est-ce que je vous présente d'autres choses pour cette intro, parce que c'est vraiment la première vidéo en CSS, donc là on commence vraiment doucement, donc je vais vous montrer la syntaxe, parce que c'est quand même super important à savoir. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est peut-être au niveau de l'ordre, ça c'est pas mal à savoir aussi, au niveau en fait de comment le fichier CSS va appliquer les styles, si notamment par exemple on a plusieurs choses qui sont appliquées, d'accord, au cours de notre fichier, comment que ça va se passer. Alors admettons qu'on vienne faire la bêtise de... alors je vais enlever tout ça déjà. Voilà, on va enlever ça aussi. Hop. Donc là j'ai mis quoi? J'ai juste mis un P et ici, donc là on va mettre juste ça. Hein. Même ça carrément, hop, tout simplement. Vous pouvez très bien juste faire une classe comme ça, et à chaque fois que vous allez vouloir mettre un élément écrit en rouge, bah vous utiliserez la classe via un attribut classe en HTML. Et ça fonctionnera différemment. Donc on va voilà, réduire notre fichier. Donc vous voyez que du coup ça réduit énormément au niveau de la taille. Et pour cette partie c'est bon. Donc voilà comment que ça se présente, bien évidemment. Du coup, ce qu'il y a à savoir, c'est comment que ça va se passer. Le CSS va lire de manière séquentielle, c'est-à-dire que notre fichier il va appliquer les styles en fait au fur et à mesure de la lecture. D'accord? Donc si par exemple vous avez un fichier défini, il va en premier prendre les éléments du haut, donc il va définir les styles. Et s'il y a des styles par exemple que vous réécrivez par la suite, il va les écraser. D'accord? Donc par exemple là si je montre ça, vous allez avoir ceci. Si admettons je fais, alors ce serait honnêtement bizarre, hein, je vous le dis clairement, là c'est pas logique du tout, mais allons-y, hein, pourquoi pas. Vous voyez que là le style se met en bleu. Tout simplement parce que le CSS a fait quoi? Bah, il a lu séquentiellement le fichier. Là il voit que la classe TextRed on doit définir la couleur à rouge, et puis d'un coup finalement on dit que TextRed doit être défini à bleu. Donc cette propriété là, d'accord, cette définition là va écraser l'ancienne, celle qui a été dit juste avant. Donc c'est simple, hein, d'accord, c'est très logique, c'est tout ce qui a été déclaré en fait au plus tard, et du coup ce qui va écraser le reste des styles. Petite exception en revanche, si par exemple vous utilisez, alors c'est pas propre encore une fois, du CSS directement ici, d'accord. Par exemple, je fais un border de px dash, donc c'est pas propre, je rappelle ça à éviter complètement. Ok. Là, ce style CSS, donc inline, sera toujours prioritaire au fichier. Pourquoi? Parce qu'en fait, il part du principe que la page HTML va se charger en chargeant tous les fichiers CSS externes que vous avez, parce que vous n'êtes pas obligé d'en avoir qu'un seul, pour en avoir d'autres. Et ensuite, il va du coup lire le fichier, donc le contenu de la page HTML, et comme ces attributs vont être lus par la suite, et bien si par exemple vous avez un style ici qui avait déjà été défini dans le fichier CSS, il sera écrasé. Admettons que je fasse span, il est où span? On va mettre span. Vous voyez par exemple que les spans ils avaient, bah, par exemple on va mettre border none tout simplement, voilà. Là vous voyez par exemple on dit que nos éléments span ils n'ont pas de bordure, d'accord. Et au final, dans le HTML ici en inline, donc dans un attribut inline, on dit que bah, si en fait les spans, enfin ici en tout cas ce span là, a une bordure de 2 pixels. Et bien là, vous voyez que ça ne change rien, d'accord? Parce que cet élément là du coup a été ignoré, il a été au début chargé effectivement, mais comme on a eu maintenant ceci, et bien pour le coup, voilà, ça a écrasé le style. Par contre si j'écrivais un autre span, puisque je ne l'ai pas appliqué ce style là, il aurait ce qu'on a marqué ici. Donc d'ailleurs, je peux vous le montrer comme ceci. On va faire comme ça, et on va remettre un autre span, mais sans lui mettre l'attribut style. C'est vraiment pour que vous compreniez, hein, je vous prends vraiment le temps de bien vous l'expliquer. Donc genre si je fais juste un span comme ça tout seul, là évidemment vous voyez qu'il applique le fichier CSS seulement, voilà. Parce que ça vient vraiment écraser le fichier, donc ce qui a été défini dans le fichier CSS. Par contre là comme j'applique pas de style supplémentaire, pas de souci, il prend ce qu'il y avait par défaut, c'est-à-dire ça. D'accord? Donc je pense que vous avez bien compris maintenant comment ça fonctionne, l'ordre des choses. C'est à savoir, parce que je sais qu'il y a des fois des personnes qui essaient d'appliquer des styles et qui comprennent pas, qui disent par exemple j'ai modifié tel élément et en fait il reste comme avant, ou il n'a pas bougé, il n'a pas été modifié. C'est souvent un problème d'ordre au niveau de la mise en forme de vos pages web. Donc faites attention à ça, bien le respecter, pour avoir bien sûr la mise en forme que vous voulez. Donc c'est super important. Et je vais terminer avec un dernier point, un petit bonus, mais c'est une chose à savoir. Quand vous avez par exemple, alors on va le montrer très rapidement, parce que de toute façon on aura l'occasion de le revoir aussi quand on fera vraiment du CSS, qu'on mettra vraiment en forme nos pages. Admettons que je veuille dire, qu'est-ce que je peux dire? J'en sais rien.
si tiens regardez, l'élément par exemple header, d'accord, genre je dis que mon header il est en margin auto, d'accord, donc je mets vraiment des éléments comme ça, puis que le footer, pareil, il est en margin auto, et puis que le texte dessus il est aligné, enfin il est centré pardon, genre de choses, que le header par exemple il fait 100 pixels de haut, enfin bref vous voyez je mets plein d'autres éléments, là vous voyez qu'on a plein de propriétés identiques qui se répètent avec les mêmes valeurs sur 3 sélecteurs. Et bien vous pouvez les grouper, vous pouvez très bien faire ceci et séparer avec des virgules les sélecteurs. Footer, et ici vous dégagez en fait, vous factorisez en fait la propriété pardon qui est identique dans tous les cas où vous la rencontrez. Et là du coup vous allégez votre fichier. Donc pensez toujours optimisation, d'accord, quand vous avez comme ça des répétitions de propriétés avec des valeurs identiques, plutôt que de les répéter à chaque fois dans chaque sélecteur, vous les rassemblez ensemble, d'accord, vous mettez tous les sélecteurs ensemble pour dire bah voilà les trois là ils ont un margin auto. Et après vous mettez ça derrière, ça pose aucun problème. Vous pouvez le mettre après d'ailleurs, hein, d'accord, vous pouvez très bien faire ça, c'est évidemment la même chose, hein, pour le coup, l'important c'est qu'à la fin quand il a lu le fichier, la marge ici en automatique se soit bien appliquée pour nos trois éléments, parce que c'est ce que nous voulions faire à la base. Donc il n'y a pas de problème à ce niveau-là, et du coup, on va pouvoir appliquer les choses comme il faut. Donc ça, faites attention également, c'est important. Question optimisation, n'oubliez pas qu'un fichier CSS, moins il a de lignes, donc moins il aura de taille, je parle du fichier en lui-même ici, d'accord, voyez-moi là il fait 148 octets, donc plus la taille du fichier est petit, et plus il sera rapide à charger, et plus vos pages seront rapides également. D'accord, donc plus un fichier est gros et plus ça pose problème, donc faites attention. Également, petit point important, on pourrait se demander du coup, alors est-ce qu'il n'est pas mieux quand par exemple on a un fichier qui est vraiment très gros, de le séparer en plusieurs petits? Alors oui et non. Non dans le sens où, enfin oui dans le sens où si vous n'avez qu'un seul gros fichier à charger, il peut prendre du temps à charger, d'accord? Par contre l'avantage c'est que maintenant les navigateurs proposent des systèmes de cache la plupart du temps, et les gens la plupart du temps aussi qui font des sites web ont un système de cache sur leur site web en plus, d'accord? Donc le système de cache du navigateur plus le système du cache créé directement via le site permet de mettre notamment le CSS en cache, c'est-à-dire qu'il ne va pas être rechargé à chaque fois, il va être chargé une seule fois, et à vos prochaines visites sur le site, et ben il va recharger le CSS qui était déjà existant. Donc au final, ce gros fichier, ce sera pas tellement gênant, ça va être gênant la première fois, mais après il sera chargé rapidement. Tandis que si vous avez plusieurs fichiers CSS, il va y avoir des requêtes effectuées à chaque fois, des requêtes HTTP. Et ça, les requêtes HTTP, on évite d'en faire 15 000. Plus il y en a, et plus c'est pareil, on va ralentir tout simplement la navigation, et ce sera pas agréable du tout pour l'utilisateur. Donc le mieux, c'est d'avoir le moins de fichiers CSS possible, et si vraiment vous en avez besoin de plusieurs, ça peut être utile dans le cas par exemple où vous avez des styles qui vont s'appliquer pour une seule page par exemple de votre site. Admettons que vous avez une page très particulière de votre site où il y a des éléments qui ne sont trouvables nulle part ailleurs sur le site, ça paraît logique de ne pas utiliser cette mise en forme CSS sur les autres pages. Si c'est jamais utilisé, autant que vous chargez les fichiers CSS en fonction de ce que vous avez besoin. Ou genre que vous avez défini des styles pour un forum, c'est peut-être plus intéressant de charger ce style pour un forum qui peut être assez lourd, seulement quand on est sur le forum, et pas ailleurs sur le site. Sinon vous allez avoir chargé des propriétés en fait que vous n'allez jamais utiliser. Donc ça éventuellement on peut y penser, mais voilà, encore une fois, tout dépend de la taille de votre site, tout dépend de l'envergure, d'accord? Donc quand vous serez sur des gros projets ou sur des gros sites web, vous pourrez vous poser la question, sinon en attendant, pour un simple blog ou voilà, des sites tout à fait modestes, vous pouvez vous contenter d'un seul fichier CSS, ça ne posera pas de problème. Voilà comment ça se fonctionne. Alors du coup, je repense à autre chose, ça m'a fait penser à une chose avant de vous quitter, parce que j'aurais pu vous laisser là, mais il y a une autre chose aussi qui est importante. Il faut savoir que les navigateurs sont assez capricieux sur certaines choses, c'est-à-dire que chacun applique un petit peu son style par défaut. C'est-à-dire que tous les navigateurs, ils décident chacun, d'accord, de dire par exemple que nous les balises P, mettons, on leur met une marge de 3 pixels comme ça par défaut. Et puis la balise body, pareil, on lui donne un style CSS par défaut, et etc. etc. Le truc c'est que si tous les navigateurs étaient d'accord sur les styles par défaut, on n'aurait pas de problème. Le souci c'est que quand vous allez tester un site, d'accord, vous allez tester par exemple sur Chrome, vous allez avoir un affichage, vous allez le tester sur Firefox, il va y avoir des différences, vous allez le tester sur Internet Explorer ou sur Microsoft Edge ou autre, Opera ou je ne sais quoi, et vous allez avoir tout un tas de différences à chaque fois. Si vous voulez éviter un maximum ça, même s'il y a certaines choses on peut forcément pas modifier, mais en tout cas à 99% vous pouvez appliquer si vous voulez un style par défaut pour tout, vous pouvez utiliser un fichier CSS de reset, c'est-à-dire un fichier qui va reset toutes les propriétés basiques des fichiers, par exemple tous les éléments P, etc., en leur mettant une marge
pareil pour tout le monde. Ça permet de partir sur une base, et vous avez pas mal de sites qui proposent ça. Je pense notamment au site Normalize, d'accord, vous avez qu'à taper Normalize sur un moteur de recherche, et vous devriez trouver la possibilité de télécharger un gros fichier CSS qui s'appelle normalize.css, donc c'est très simple, et vous aurez juste à l'ajouter ici, d'accord. Donc il faudra l'ajouter avant, c'est important, ça c'est l'ordre aussi à respecter. Il faudra ajouter donc le fichier téléchargé de reset, ou n'importe, parce qu'il n'y a pas que le lien, il y a plein d'exemples, je crois qu'il y a un reset quelque chose aussi. Bref, le fichier qui va réinitialiser toutes les balises, vous le chargez en premier, et ensuite vous chargez votre fichier CSS. Donc vous en aurez deux, mais au moins celui-là, le premier, vous assurera que tous les navigateurs auront le même affichage de base, par défaut. Et comme ça, après, vous pouvez faire votre mise en forme, je vais y arriver, sur un style par défaut, quel que soit le navigateur. Ça va énormément vous faire gagner du temps, et ça vous évitera des fois des arrachages de cheveux, parce que vous voyez des différences pas possibles entre les navigateurs, alors que pourtant vous aviez défini vos propriétés comme il faut. Donc ça, c'est des petites astuces comme ça à savoir que je vous donne au départ, puisque maintenant que je vous les ai données, vous serez tranquille pour la suite, et vous n'allez pas galérer comme certains en CSS. Et je vais rester avec ça, je pense que j'ai fait une bonne introduction, qu'il y a eu suffisamment de choses déjà à vous dire et de vous présenter. Évidemment, dans la prochaine vidéo, on va commencer à découvrir quelques propriétés intéressantes, donc on va travailler sur les couleurs, sur la mise en forme des textes, la mise en forme des éléments. Après, on verra comment positionner des éléments, bref, comment vraiment faire des petits styles sympas, donc ça c'est la partie la plus marrante. Autant HTML c'est plus du fond, donc c'est pas spécialement le plus intéressant, que CSS, voilà, on va vraiment créer un design, on va mettre en forme tout ça, donc on va pouvoir commencer à obtenir des pages web assez intéressantes. Et pourquoi pas par la suite de partir sur un petit, notamment dans les exercices HTML CSS, donc n'hésitez pas à aller voir d'ailleurs la playlist des exercices qui sera disponible, puisque je proposerai des exercices, notamment la création d'un petit projet, donc un petit site web tout simplement, HTML CSS, qui pourquoi pas pourra être repris par la suite avec PHP ou autre, pour en faire carrément un site dynamique, donc ça peut être sympa. Donc ce sera pas un très gros projet, hein. Le but c'est de faire un exercice assez simple et accessible pour tout le monde, mais ça permet quand même de mettre en pratique tout ça et que vous voyez comment ça fonctionne dans la réalité lorsque l'on développe un site web. Voilà, je vous laisse avec ça, à bientôt tout le monde du coup pour la séance, on se retrouvera pour la séance 15 en HTML CSS, et en attendant, entraînez-vous bien, et si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser des commentaires. Ciao tout le monde.